En 1983, Yul Brynner se trouvait au sommet de sa carrière légendaire. Avec plus de 4000 représentations en tant que l'emblématique roi de Siam, un Tony Award spécial à son actif et une base de fans mondiales captivés par sa présence. Il était une figure imposante sur scène et à l'écran. Mais au moment où il semblait intouchable, le destin lui asséna un coup dévastateur, un diagnostic qui allait tout changer. Face à la fin, Brynner prit une décision poignante. Il confia à sa fille, Victoria, un héritage secret, une collection de plus de 8000 photographies qu'il avait discrètement compilées tout au long de sa vie. Pendant des décennies, ces images sont restées cachées jusqu'à aujourd'hui. Victoria brise enfin son silence, dévoilant un portrait intime et inédit de l'homme que le monde pensait connaître. Yul Brynner naquit Yuli Borisovich. Brynner le 11 juillet 1920 à Vladivostok, en Russie, en pleine période de bouleversement politique. La ville, coincée entre le contrôle soviétique et l'influence japonaise, était le centre d'un État éphémère déchiré par la Révolution. Sa famille, autrefois de riches propriétaires terriens et magnats de l'argent en Sibérie, vivait dans un somptueux manoir de 4 étages. Mais en 1922, l'armée rouge prit le pouvoir, dépouillant les Brynner de leur fortune. Bien qu'ils aient été autorisés à rester dans leur maison pendant un certain temps, leur monde s'effondra autour d'eux. Cette chute traumatique de la richesse laissa une marque indélébile sur Yul. En grandissant, il commença à tisser des histoires, un mélange de fantasmes et de réinventions sur ses origines. Il affirmait être né sous le nom de Taiji Khan, fils d'un père mongol et d'une mère rom, avec du sang royal coulant dans ses veines et une lignée directe de Gengis Khan. Dans d'autres récits, il était un moine en Chine, un guerrier dans des guerres lointaines ou un vagabond dans un cirque. Rien de tout cela n'était vrai, mais Brynner racontait ses histoires avec une telle charisme et une conviction magnétique que les gens le croyaient. Ce faisant, il construisit une mythologie autour de lui, plus grande que nature et inoubliable. Et maintenant, à travers l'objectif de son archive secrète de photos et les paroles de sa fille, la vérité et la légende de Yul Brynner commence à se dévoiler comme jamais auparavant. L'histoire réelle de son enfance était différente, mais tout de même dramatique. Lorsque Yul n'avait que 4 ans, son père quitta la famille pour vivre avec une autre femme, une danseuse. Ce fut une période difficile pour Yul, surtout parce que la Russie était en pleine tourmente après la Révolution. En 1927, sa mère, Marusha, décida de quitter Vladivostok avec Yul et sa sœur, Vera. Ils déménagèrent à Harbin, en Chine, une ville avec une grande population russe. À Harbin, Yul fréquenta une école dirigée par la YMCA, où il apprit la culture occidentale tout en restant connecté à ses racines russes. C'est aussi à Harbin qu'il vit un célèbre artiste d'opéra chinois déguisé en femme. Ce fut peut-être la première fois que Yul ressentit l'attraction pour les arts de la scène, quelque chose qui le fascinait. En 1933, la mère de Yul déplaça à nouveau la famille, cette fois à Paris. Yul avait alors 13 ans, et la vie à Paris allait le transformer. Il ne réussissait pas bien à l'école, mais apprit rapidement le français et excella dans les activités créatives. À seulement 14 ans, il commença à interpréter des chansons russes et roms dans des cabarets. Il utilisait une guitare que son père lui avait donnée lorsqu'il était plus jeune, et se produisait souvent avec sa sœur, Vera, qui devenait une chanteuse d'opéra formée. Ses performances l'aidèrent à renforcer sa confiance en tant qu'artiste. La vie de Yul à Paris ne se résumait pas seulement à la musique. Il a aussi rejoint le cirque. Il est devenu artiste trapéziste au cirque d'hiver, montrant son audace et ses compétences physiques. Le voyage de Yul Brynner pour devenir une star commença en 1941, lorsqu'il arriva aux États-Unis avec sa mère. Ils arrivèrent à San Francisco juste 1 mois avant l'attaque de Pearl Harbor. C'était un timing chanceux car cette attaque entra les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Après son arrivée, Yul se rendit à New York pour voir sa sœur, Vera. Mais il ne resta pas longtemps là-bas. Il déménagea à Ridgefield, dans le Connecticut, pour rejoindre une école de théâtre dirigée par Mikhail Tchekhov, un directeur de théâtre célèbre. Yul parlait à peine anglais, mais son apparence et son talent naturel se distinguaient.
Chekhov lui donna un petit rôle dans Twelfth Night à Broadway quelques mois plus tard. Son rôle dans Twelfth Night était important, mais la pièce se termina rapidement à cause du chaos après Pearl Harbor. Néanmoins, cela a permis à Yule de se faire remarquer dans le milieu. Après Twelfth Night, Yule eut du mal à trouver du travail. Pendant 2 ans, il n'a joué dans aucune pièce, mais il utilisa ce temps pour pratiquer et s'améliorer. Il continua à apprendre avec Chekhov et resta impliqué dans la scène théâtrale de New York. Finalement, en 1943, il obtint un petit rôle dans une comédie intitulée The Moon Vine. La pièce ne dura que 20 représentations, mais cela a attiré l'attention sur lui. Son grand moment arriva en 1946, lorsqu'il fut choisi pour jouer dans Lute Song, une comédie musicale inspirée d'une ancienne histoire chinoise. Il joua un jeune érudit nommé Kai Young. La pièce dura 142 représentations, et la performance de Yule attira l'attention. Ce fut aussi la première fois qu'il essaya de se raser la tête, ce qui devint plus tard son look signature dans The King and I. En 1949, Yule fit ses débuts au cinéma dans un film intitulé Port of New York. Il joua le rôle d'un méchant nommé Paul Vicola, un chef de cartel de drogue froid et intelligent. Le film ne fut pas très réussi, mais Yule se distingua. À ce moment-là, il avait encore toute sa chevelure, ce qui rend ce rôle très différent de ses rôles ultérieurs. Les critiques disaient qu'il était magnétique, et il était clair qu'il avait quelque chose de spécial. Bien qu'il ait fallu encore 7 ans avant qu'il fasse un autre film, cette performance montra son potentiel. Entre-temps, il se concentra sur le théâtre et la direction de séries télévisées pour CBS. À l'époque, la télévision était nouvelle et excitante, et Yule voulait en faire partie. Et il travailla sur de nombreux types de shows différents, y compris des drames comme Danger et Studio One. Il dirigea même un programme pour enfants intitulé Life with Snarky Parker. L'émission ne dura pas longtemps, mais elle montra que Yule n'avait pas peur d'essayer de nouvelles choses en dirigeant. Il forma également d'autres nouveaux directeurs, partageant ce qu'il avait appris. En 1951, la vie de Yul Brynner changea à jamais lorsqu'il fut choisi pour jouer le roi Mongkut dans la comédie musicale à Broadway The King and I. Au départ, Yule ne pensait même pas à jouer sur scène. Il travaillait comme directeur de télévision et n'avait vraiment pas envie de quitter ce poste. Mais son ami Mary Martin pensait que ce rôle était parfait pour lui et lui conseilla de passer une audition. Yule lut le script et fut immédiatement attiré par le personnage. Le roi Mongkut était fort, complexe et plein de vie, et Yule se sentit connecté à lui. Lorsqu'il auditionna pour les créateurs, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, il les impressionna totalement. Sa présence imposante, son apparence unique et sa voix profonde leur firent immédiatement savoir qu'il était leur roi. Avant même que le spectacle ne commence, Yule fit un choix audacieux. Il se rasa la tête. C'était risqué, mais cela changea tout. Lorsqu'il monta sur scène pour la première fois avec sa tête brillante et chauve, le public écarquilla les yeux. C'était inoubliable. Ce look devint une partie de ce que Yule était pour le reste de sa vie. Et ce n'était pas seulement son apparence qui attirait l'attention. Sa performance était puissante. Il joua le roi Mongkut, fier et déchiré, avec une telle énergie que le public ne pouvait pas détourner les yeux. Ses scènes avec Gertrude Lawrence, qui jouait Anna, étaient pleines de chimie et d'émotion, et les spectateurs étaient hypnotisés. Le spectacle ouvrit le 29 mars 1951 et devint un immense succès dès le départ. La performance de Yule fut saluée par tout le monde, et cela fit de lui une star du jour au lendemain. Yule aimait tellement jouer le rôle du roi Mongkut qu'il y revint pendant plus de 30 ans. Au cours de sa carrière, il joua ses rôles incroyables 425 fois. Tout commença avec la première production de Broadway, qui dura de 1951 à 1954, avec 246 représentations. Mais Yule n'en resta pas là. Il participa à de nombreuses reprises et tournées, perfectionnant le rôle à chaque fois. Même lorsqu'il était malade, atteint d'un cancer du poumon, il continua à jouer, tellement il était dévoué. Sa dernière performance en tant que roi Mongkut eut lieu le 30 juin 1985, à l'âge de 65 ans. Ce dernier spectacle fut un moment émouvant.
Le public lui offrit une longue ovation tandis que l'orchestre jouait Auld Lang Syne. C'était la manière parfaite d'honorer sa performance légendaire. En 1956, Yul amena Les Rois Mongkut à l'écran dans la version cinématographique de The King and I. Le film fut un immense succès, tant critique que financier. La performance de Yul était aussi captivante à l'écran qu'elle l'était sur scène. Sa chimie avec Deborah Kerr, qui jouait Anna, était émouvante et authentique. Bien que le chant de Deborah ait été doublé, la voix profonde de Yul resta la sienne, rendant son personnage encore plus authentique. Le film était également magnifique visuellement, avec des costumes et des décors splendides qui donnaient vie au Siam du 19e siècle. Le film fut nominé pour 9 Oscars et en remporta 5. Yul lui-même gagna l'Oscar du meilleur acteur. C'était sa première nomination, et il le remporta grâce à sa performance inoubliable. Son succès dans ce film fit de lui une icône d'Hollywood et cimenta sa place dans l'histoire. Partout où les gens le voyaient, ils pensaient au roi Mongkut. Ce rôle devint une partie de lui, et son interprétation est encore mémorisée et célébrée aujourd'hui. En 1956, la vie de Yul Brynner changea complètement. Il devint l'une des plus grandes stars d'Hollywood grâce à 2 énormes films qui sortirent cette année-là, Les 10 Commandements et Anastasia. Ces 2 films montrèrent à quel point il était talentueux et polyvalent, le rendant célèbre dans le monde entier. Dans Les 10 Commandements, Brynner joue à Ramsès II, s'opposant fermement à Moïse, interprété par Charlton Heston. Il travailla très dur pour ce rôle, passant des mois à apprendre sur l'Égypte ancienne et à s'exercer pour parler comme un dirigeant égyptien. Les gens apprécièrent la manière dont il rendit Ramsès si humain, et pas seulement comme un méchant. Brynner fit même ses propres cascades. Dans une scène dangereuse, son char se renversa. Il échappa de justesse à de graves blessures, mais il continua parce qu'il voulait que tout semble réel. Dans Anastasia, Brynner joua le général Bonnet, un personnage complètement différent de Ramsès. Le film racontait l'histoire de savoir si Anastasia, la fille cadette du dernier tsar de Russie, avait survécu à la Révolution. Ce rôle était personnel pour Brynner parce que sa propre famille avait fui la Russie à cette époque. Il utilisa leur histoire pour apporter une véritable émotion aux personnages. Sa performance fut tellement convaincante que certains immigrants russes pensaient qu'il avait vécu les événements lui-même. Les 2 films furent de grands succès. Les 10 Commandements rapporta plus de 120 millions de dollars, une somme énorme à l'époque, et Anastasia réussit également. Le travail acharné de Brynner porta ses fruits, non seulement en termes de célébrité, mais aussi de revenus. Il gagne 200 000 $ pour les 10 Commandements, ce qui équivaut à environ 2 millions de dollars aujourd'hui. Quelques années plus tard, en 1960, Brynner joua dans Les 7 Mercenaires. C'est le rôle auquel beaucoup de gens pensent comme étant son meilleur. Il adorait un film japonais appelé Les 7 Samouraïs et voulut en faire un western. Il travailla dur pour réaliser ce projet, allant même jusqu'à acheter les droits pour remaker le film. Sur le tournage, il y eut beaucoup de tensions entre Brynner et son coéquipier Steve McQueen. McQueen essayait constamment de voler la vedette en faisant des petites choses, comme jeter de la terre sur les bottes de Brynner pendant les scènes. Brynner en eut tellement marre qu'il menaça de retirer son chapeau, sachant que son célèbre crâne chauve attirerait toute l'attention. Malgré les tensions en coulisses, leur rivalité ajouta de l'excitation au film. Le film devint un classique et eut un énorme impact, inspirant même des suites, des séries télévisées et des publicités. Bien que Brynner fût une énorme star, il eut du mal à échapper au typecasting. Les gens adoraient son apparence unique et de sa forte présence, mais cela rendait difficile pour lui d'obtenir des rôles différents. En 1969, il tenta de changer son image dans The File of the Golden Goose, où il jouait un agent du Secret Service des États-Unis. Pour paraître différent, il se laissa pousser les cheveux et les teignit en blond. Le film ne rencontra pas de succès et Brynner revint à son style habituel. En 1973, il prit un risque intelligent avec Westworld. Il y jouait un tireur robotique, transformant son image de cowboy héroïque en quelque chose de terrifiant et inoubliable. Le film devint un film culte, mais cela ne conduisit pas à une plus grande variété de ses rôles. Yul Brynner n'était pas seulement un acteur,
Il aimait la photographie et en fit une grande partie de sa vie. Tout commença dans les années 1940 lorsqu'il obtint sa première caméra, en Leica. Au fil des années, il prit des milliers de photos, plus de 8000 au total. Il captura des moments personnels et magnifiques, ses co-stars, sa famille et le monde qui l'entourait. L'un de ses inspirations était Henri Cartier-Bresson, un photographe célèbre qui aimait prendre des photos réelles et naturelles. Yule appréciait particulièrement les photos en noir et blanc qui paraissaient vivantes. Certaines de ses meilleures œuvres étaient des portraits d'Elizabeth Taylor, pendant The Buccaneer et d'Audrey Hepburn sur le tournage de The Sound and the Fury. Ces photos étaient honnêtes et pleines d'émotion. En 1978, Yule publia un livre de photographies intitulé Bring Forth the Children. Il y montra des photos d'enfants réfugiés vivant dans des camps à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Ces photos provenaient de son travail avec les Nations Unies, où il s'efforçait d'aider les enfants et de sensibiliser l'opinion publique. Les gens saluèrent le livre pour sa puissance et son émotion. Ensuite, en 1983, Yule combina son amour de la nourriture et de la photographie avec un autre livre, The Yul Brynner Cookbook. Il contenait 70 recettes inspirées des cultures qu'il aimait, russes, françaises, thaïlandaises, et bien d'autres. Il prit même toutes les photos lui-même. Mais Yule n'était pas seulement passionné par la photographie. Il aimait aussi la musique. À 14 ans, son père lui offrit une guitare, qu'il emportait partout. Il apprit à jouer tout seul et prit même quelques cours avec Django Reinhardt, un guitariste légendaire. Yule adorait les chansons folkloriques russes, la musique tzigaine et le jazz. Dans les années 1940, avant de devenir une grande star, il se produisit dans des clubs de nuit à Paris et à New York sous le nom de Yul Brynner, en 1967. Il enregistra un album intitulé The Gypsy and I. Il contenait 13 chansons tziganes et les gens adorèrent. L'une de ses meilleures performances fut dans The Ed Sullivan Show, où des millions de personnes le virent jouer sur 2 guitares. La musique de Yule trouva souvent sa place dans ses films. Dans Anastasia, en 1956, il chanta et joua des chansons folkloriques russes. Dans Les 7 mercenaires, en 1960, il insista pour jouer lui-même de la guitare lors d'une scène autour du feu de camp. Il aimait être authentique et s'assurait que tout soit réel. Yule avait également un talent pour les langues. Il grandit en parlant russe, français et anglais. Puis apprit plus tard le japonais, le hongrois et l'italien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travailla comme annonceur à la radio française, envoyant des messages à la France occupée. Il traduisait les nouvelles en direct à la radio, aidant des millions de personnes à comprendre ce qui se passait. Le jour J, il travailla 14 heures d'affilée, annonçant l'invasion alliée en Normandie. Sa voix calme rassurait beaucoup de gens en cette période effrayante. Ses compétences linguistiques l'aidèrent aussi dans sa carrière d'acteur. Dans Anastasia, il parla à la fois anglais et russe. Pour Salomon et Sheba, en 1959, il apprit l'hébreu ancien afin que son rôle paraisse authentique. Il réenregistra même sa narration dans plusieurs langues pour un documentaire des Nations Unies. Dans sa vie personnelle, Yule mélangeait souvent le russe, le français et l'anglais lorsqu'il parlait. Cela le rendait unique et charmant. La vie de Yul Brynner fut pleine de hauts et de bas, et ses luttes commencèrent très tôt. À seulement 16 ans, en 1936, il se blessa gravement au dos alors qu'il travaillait comme acrobate trapéziste dans un cirque français. La douleur était tellement insupportable qu'il commença à utiliser des drogues pour y faire face. À 17 ans, il était accro à l'opium, et sa vie commença à se dégrader. Sa famille comprit qu'elle devait l'aider. Ils l'envoyèrent en Suisse pour un traitement. Et sa tante, qui était médecin, paya pour cela. Yule resta 1 an en rééducation. Ce ne fut pas facile. Les médecins utilisèrent l'hypnothérapie, une méthode nouvelle à l'époque. Peu à peu, il réussit à se sortir de l'addiction. Une fois le traitement terminé, il ne toucha plus jamais aux drogues. Mais l'addiction resta une partie de sa vie. Plus tard, il devint accro aux cigarettes. Et malheureusement, cela conduisit à un cancer du poumon, dont il fut diagnostiqué en 1983. C'est déchirant qu'après avoir vaincu une addiction, une autre ait eu un tel impact sur sa santé.
La vie personnelle de Yule était aussi dramatique que sa carrière. Il se maria 4 fois, et chaque mariage apporta de nouveaux rebondissements à son histoire. Sa première femme fut Virginia Gilmore, une actrice. Ils se marièrent en 1944 et eurent un fils nommé Rock en 1946. Yule lui donna le surnom de Rock, d'après un boxeur célèbre. Ce mariage dura 16 ans, mais ils divorcèrent en 1960. La même année, Yule épousa Doris Kleiner, un mannequin chilien. Leur histoire d'amour commença sur le tournage de Les 7 mercenaires. Ils eurent une fille, Victoria. En 1962, et Audrey Hepburn, la célèbre actrice, en devint la marraine. Mais ce mariage ne dura pas longtemps et se termina en 1967. En 1971, Yule se maria à nouveau, cette fois avec Jacqueline Tillon, une socialité française. Cette période de sa vie fut différente. Il acheta un magnifique vieux manoir en France et adopta 2 enfants du Vietnam, Mia et Melody. Mais même ce mariage ne fonctionna pas et ils divorcèrent en 1941. Son dernier mariage eut lieu en 1983, lorsqu'il avait 63 ans. Il épousa Kathy Lee, une ballerine de seulement 24 ans. Malgré l'écart d'âge important, ils restèrent ensemble jusqu'à la mort de Yule en 1985. En dehors de ces mariages, Yule eut aussi une fille nommée Lark en 1959. Elle naquit d'une relation avec une jeune femme nommée Frankie Tilden, la mère de Lark l'éleva, mais Yule veilla à la soutenir financièrement tout au long de sa vie. Parmi tous ses enfants, Yule avait un lien très spécial avec sa fille Victoria. Ils partageaient tous deux une passion pour la photographie, ce qui les rapprocha. Yule était passionné de photographie et emportait toujours son appareil photo. Il enseigna à Victoria comment prendre de belles photos, lui montrant comment cadrer et composer ses clichés avec beauté. Il lui partagea même des astuces apprises auprès de photographes célèbres. Victoria disait que son père la soutenait toujours et encourageait sa créativité. Leur amour partagé pour la photographie devint une connexion qui dura toute leur vie. Les premiers souvenirs de Victoria de son père furent marqués par leur vie familiale peu conventionnelle. Ses parents se séparèrent alors qu'elle était encore très jeune, et elle vécut principalement avec sa mère en Suisse. Bien qu'ils fussent séparés, Yule travaillait dur pour rester proche d'elle. Lorsqu'il ne tournait pas loin, il la visitait les week-ends ou pendant les vacances. Un des souvenirs préférés de Victoria fut des vacances qu'ils passèrent ensemble lorsqu'elle avait 10 ans. C'était peu après la séparation de ses parents. Et c'était l'une des premières fois qu'elle passait un voyage seule avec son père. Pendant ces vacances, ils se rapprochèrent autour de la photographie, quelque chose qu'ils aimaient tous les deux. Cette passion partagée devint un élément important de leur relation à mesure qu'elle grandissait. Être la fille d'un acteur célèbre n'était pas facile. Victoria trouvait souvent difficile de passer du temps avec son père sans interruption. Les fans s'approchaient fréquemment de lui pour des autographes, même lorsqu'ils essayaient de passer des moments calmes en famille. Cela lui donna une compréhension unique de ce que la célébrité pouvait faire aux relations personnelles et au temps en famille. Pourtant, Victoria se souvient de Yule comme d'un père amusant qui essayait toujours de rendre leurs moments ensemble spéciaux. Elle se souvient comment ils jouaient à des jeux et faisaient des balades improvisées en voiture, sans destination précise, juste pour profiter de leur compagnie. Yul Brynner était célèbre pour être difficile à travailler. Les gens parlaient de la façon dont il pouvait être exigeant et lunatique sur les plateaux de tournage. Lors du tournage d'Anastasia en 1956, il joua aux côtés d'Ingrid Bergman. Elle était un peu plus grande que lui et lui suggéra gentiment d'utiliser une boîte ou un accessoire pour les faire paraître à la même hauteur. Au lieu de bien le prendre, Brynner réagit vivement. Il dit « Je ne vais pas jouer cela sur une boîte. Je vais montrer au monde quel grand cheval tu es. » Ce commentaire bouleversa Ingrid Bergman et rendit le reste de leur temps sur le plateau très tendu. Brynner était également très particulier concernant son environnement. Lors de ses tournées avec Le Roi et moi, il demandait aux hôtels de repeindre les murs de sa chambre dans une teinte spécifique de beige avant son arrivée. Il exigeait aussi que sa kitchenette soit approvisionnée avec exactement 12 œufs bruns, pas des blancs.
Ses demandes étranges perturbaient le personnel des hôtels partout où il allait, mais il suivait ses instructions. Il avait aussi l'habitude de se mesurer à ses co-stars. Sur le tournage de Les 10 Commandements, il devint obsédé par le fait d'égaler la musculature de Charlton Heston. Pour suivre le rythme, Brenner commença à s'entraîner intensément, transformant son corps. Mais cela créa des tensions entre les deux, car la détermination de Brenner à être à la hauteur se transforma en rivalité. L'un de ses conflits les plus célèbres se produisit avec Steve McQueen sur le tournage de Les 7 mercenaires. McQueen voulait attirer l'attention en faisant de petites tours pendant les scènes de Brenner, comme faire des tours de pièces ou ajuster son chapeau, pour que les gens le regardent à sa place. Brenner remarqua cela et chercha à riposter. Il se mit même à se tenir sur des petits tas de terre pour paraître plus grand que McQueen. Mais McQueen cassait secrètement les tas entre les prises, ce qui rendait Brenner furieux. Les choses devinrent si tendues que Brenner confronta McQueen sur le plateau. Malgré les disputes, McQueen remercia plus tard Brenner de l'avoir laissé rester dans le film. Brenner répondit en disant « Je suis le roi et tu es le prince rebelle ». Ce moment montrait leur étrange mélange de rivalité et de respect. La détermination de Brenner envers son travail était sans égale. Il joua le rôle du roi Moncoute dans Le Roi et moi plus de 400-600 fois au cours de sa carrière. Il travailla sans relâche pour rendre son rôle parfait à chaque fois. Sa tête rasée devint son look emblématique, et il la rasait même 2 fois par jour pour la garder lisse. Ce look devint si iconique qu'il influença d'autres personnages, comme le professeur Xavier dans X-Men. Les dernières années de Yul Brynner furent un mélange de succès incroyable et de lutte personnelle. Dans les années 1998, il revint à son rôle le plus célèbre de King Moncoute dans Le Roi et moi. Il avait joué ce rôle des décennies plus tôt. Mais maintenant, dans la soixantaine, il était de retour sur scène, aussi charismatique que jamais. Il entama une grande tournée en 1971, se produisant à travers tout le pays. Le public l'adorait. Le 13 septembre 1983, il célébra sa 4000 performances en tant que roi lors d'une fête spéciale. Cela montrait à quel point il était dévoué à son rôle. La tournée se termina par une dernière représentation à Broadway en 1985, où sa femme, Kathy Lee Brenner, le rejoignit sur scène. Le 30 juin 1980, il se produisit en tant que roi pour la dernière fois. Le public lui offrit une longue ovation debout, et l'orchestre joua Auld Lang Syne. Ce fut un adieu émouvant, et on avait l'impression que c'était la fin d'une époque. Cette même année, il reçut un Tony Award spécial pour son incroyable accomplissement. Mais pendant cette période, Brenner faisait face à une épreuve bien plus difficile. En 1983, il apprit qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Il ne pouvait pas être traité. Il avait fumé depuis l'âge de 12 ans, parfois jusqu'à 4 paquets par jour. Et finalement, la maladie l'avait rattrapé. Bien qu'il ait arrêté en 1971, les dégâts étaient faits. Cependant, Brenner ne renonça pas. Il continua à se produire. Même en subissant des traitements douloureux, il voulait utiliser son expérience pour aider les autres. Avant de mourir, il enregistra un message pour une campagne anti-tabac. Dans la publicité, il regarda directement la caméra et dit « Maintenant que je suis parti, je vous dis, ne fumez pas. Peu importe ce que vous faites, ne fumez pas. » Ce message fut diffusé après sa mort le 10 octobre 1985 et devint l'une des publicités anti-tabac les plus puissantes de l'histoire. Des gens du monde entier la regardèrent et elle eut un grand impact. Après sa mort, Sophie Victoria Brenner prit la responsabilité de préserver son héritage. En 2010, 25 ans après sa disparition, elle sélectionna et publia son archive photographique dans une anthologie en 4 volumes intitulée Yul Brynner, A Photographic Journey. Yul avait été un photographe passionné, capturant plus de 8000 images tout au long de sa vie. Avec l'encouragement de l'ami de la famille, Karl Lagerfeld, Victoria organisa soigneusement la collection, découvrant la vision artistique de son père et son amour pour la photographie. Elle obtint des contributions de personnalités notables telles que Martin Scorsese et Bruce Weber, ajoutant de la profondeur au projet. L'anthologie donna lieu à des expositions à New York et à Paris, présentant Yul Brynner non seulement comme un acteur légendaire,
mais aussi comme un photographe talentueux.